petite introduction à l'implantologie orale qui est actuellement la révolution. C'est un domaine qui est très vaste et qui a toujours existé. Longtemps, cette perte des dents, elle était considérée comme une fatalité liée à l'âge. Ça veut dire c'est une patiente, c'est un individu qui est âgé, donc automatiquement il perd ses dents. Donc, qui entraîne rapidement un préjudice esthétique et surtout fonctionnel. Dans les pays développés, l'hygiène bucco-dentaire chez les individus qui appartiennent à une société développée, donc l'hygiène, elle est très importante et elle est primordiale. Et depuis le très jeune âge, à savoir à 1 an déjà, les parents commencent à éduquer leurs enfants à l'hygiène bucco-dentaire. Ce qui fait que ce sont des sociétés qui ont des individus avec toute leur denture et qui ne présentent pas de pathologie compliquée. Pourquoi? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la prévention. La prévention, c'est la clé de la pérennité. Ça veut dire que si vous faites, si vous prenez soin donc de votre cavité orale, les complications diminuent. Or que chez les patients du tiers-monde, généralement, on n'est pas encore arrivé à prendre en charge normalement notre santé buccale. D'ailleurs, vous le voyez, tous les patients qui viennent, ils vous disent « Moi, je veux extraire ce qui me reste et faire un dentier. » Or que normalement, non. Même la perte dentaire, même la perte de l'organe dentaire, ça joue un rôle au niveau cardiovasculaire. Il a été démontré, après plusieurs études, que la perte des dents peut donner des facteurs, des complications cardiovasculaires. Le malade peut développer facilement une pathologie cardiaque. Donc, revenons donc à l'implantologie. Depuis donc le dernier millénaire, l'implantologie orale a apporté à l'odontologie une dimension qui est nouvelle et originale. Elle a connu une évolution fulgurante qui est irréversible, dont il est indispensable et impensable aujourd'hui de concevoir un plan de traitement sans inclure une option thérapeutique avec des implants. Pourquoi? Parce que tout simplement, les implants dentaires améliorent la qualité de vie du patient. Il préfère, par exemple, actuellement, le malade préfère avoir une prothèse totale montée sur un plan, qu'elle soit fixe, au lieu d'avoir une adjointe totale mobile. C'est à cause de la rétention. Le malade vous dit, je préfère avoir des implants, comme ça mon dentier ne va pas tomber à chaque fois. Je vais mâcher normalement. Donc, c'est pour ça que les implants dentaires ont leur indication. Donc, au XXe siècle, il était déterminant dans l'avancée des techniques et des matériaux. On a les greffes osseuses, il y a actuellement les matériaux de comblement, l'os synthétique. Ça veut dire que même si vous avez un patient avec une diminution de l'os ou alors avec une crête qui est résorbable, il peut toujours bénéficier de greffes osseuses, il peut toujours bénéficier de matériaux de comblement, d'os synthétique avant la mise en place d'implants. Et dans cette géométrie, la géométrie de ce dernier, de l'implant est spécifique et l'acquisition numérique de l'imagerie moderne avec stimulation chirurgicale assistée par ordinateur. Donc, c'est vraiment, on est arrivé à un stade très évolué dans l'avènement des implants. Bien sûr, je vais ouvrir une parenthèse. Le fait de mettre un implant, n'est pas un geste anodin.
n'est pas un geste banal, c'est un geste chirurgical. Même plus tard, si vous voulez bénéficier de formation en implantologie, il ne faut pas croire aux formations qui durent 1 jour à 2 jours. C'est au minimum 1 semaine parce que c'est un geste qui est chirurgical. D'abord, il y a la consultation pré-implantaire. C'est important. Dans cette consultation, vous allez faire un examen de routine de toute la cavité buccale. Si vous avez des foyers infectieux, il faut les éradiquer. La remise en état de la cavité buccale. Après cette consultation, bien sûr, vient l'examen radiographique. D'abord, vous avez un examen de débrouillage qui est la radiographie panoramique, et par la suite, un dentascan avant la mise en place de l'implant est indispensable. On ne peut pas mettre un implant à l'aveugle. Donc, on demande un dentascan, surtout pour évaluer la hauteur osseuse. Est-ce que j'ai une hauteur qui est suffisante ou pas? Cette hauteur-là, ses rapports avec les éléments nobles de voisinage, à savoir, vous avez au niveau maxillaire, vous avez les fosses nasales, vous avez le sinus maxillaire, vous avez les dents adjacentes. Pour la mandibule, vous avez le canal alvéolaire inférieur. Donc, tout ça, on ne peut pas l'objectiver sur une radiographie de débrouillage. Il faut donc un examen radiographique. Après l'examen radiographique, bien sûr, un examen numérisé type dentascan, il faut que j'explique la procédure au malade. Donc, lui expliquer qu'il y a toujours un taux d'échec. Il faut lui souligner ça. Il faut faire signer au malade un consentement éclairé pour lui dire que, voilà, est-ce que vous êtes d'accord que, bon, on va faire une étape chirurgicale, on va attendre l'ostéo-intégration. Après ostéo-intégration, on va passer au traitement prothétique et au contrôle périodique, etc., que le malade doit signer. Donc là, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Le fait de mettre en place un implant, ce n'est pas un geste banal. C'est un geste chirurgical qui requiert des connaissances bien précises et qui requiert une charge particulière. Là, donc on revient, toutes ces nouvelles techniques ont élargi le champ d'indication des implants. Bien sûr, tout en répondant au confort des patients et rendant bien sûr leur mise en place plus simplifiée et plus adaptée à tous les patients. Bien sûr, l'implant, il est passé par plusieurs étapes avant d'arriver à ce qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi donc ce médecin dentiste doit prendre en considération l'évolution de ces techniques et s'adapter bien sûr à une médecine qui est de plus en plus performante. On va quand même faire un petit historique. Donc là, l'histoire des implants dentaires remonte à une période qui est extrêmement ancienne. Ceci donc confirme la préoccupation permanente de l'homme à remplacer les dents absentes. Depuis toujours, bien sûr, l'homme a pensé à remplacer les dents absentes. Donc là, bien sûr, avant, différents matériaux ont été utilisés d'origine animale, humaine, minérale, etc. Durant donc la période antique, avant Jésus-Christ, plusieurs tentatives d'implantation par les dynasties égyptiennes. Donc, du temps donc, des pharaons, ils ont essayé d'implanter donc des dents manquantes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils avaient recours aux dents d'animaux. Ils prenaient des dents d'animaux, ils les sculptaient et ils les mettaient en place, regardez, avec une ligature. Donc, l'être humain a toujours, depuis le temps, pensé à remplacer les dents absentes. Et là, regardez, pour notre société, je vais ouvrir encore une autre parenthèse parce que ça me fait mal au cœur. La période pharaonique, et ils ont pensé à remplacer les dents. Or que notre société, là, ça confirme que nous sommes très, 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 très loin. Des années-lumière en arrière. Nous sommes revenus à des années-lumière en arrière. Parce qu'actuellement, notre société, l'Algérien n'a toujours pas cette culture de se brosser les dents. Et vous voyez partout, dehors, des patients édentés qui n'ont jamais pensé à remplacer les dents manquantes. Voilà, et c'est malheureux. Après,
vient donc la période médiévale, donc surtout en Europe entre les années 1000 et 1800. Là, l'implantologie, elle était essentiellement limitée aux transplantations réalisées par les coiffeurs. Donc, comme les extractions à l'époque, les extractions dentaires, elles se faisaient par les coiffeurs. Les dents, qu'est-ce qu'ils faisaient à cette période-là? Ils prélevaient les dents chez les patients, chez les individus défavorisés, les individus pauvres, et ils les remplaçaient chez les individus qui avaient de l'argent, les individus donc aisés. Par exemple, un individu donc riche, il vient chez le coiffeur, il lui dit, il y a une dent qui me manque. Donc, qu'est-ce qu'il fait le coiffeur? Il va chez la personne pauvre, il lui enlevait sa dent et il la mettait chez l'individu aisé. Mais par la suite, ils ont vu que plusieurs infections bactériennes ont été rapportées suite à cet acte-là. La période fondamentale, qui s'étale de 1800 jusqu'à 1910, qui est décrite par Pine, donc qui décrit l'implantation d'un panier cylindrique en or après élargissement du diamètre alvéolaire à l'aide d'un forêt, et les espaces vides sont comblés par de la gomme. Donc, une couronne avec tenant en porcelaine est scellée immédiatement dans le creux de l'œuf. Il a fait Pine durant cette période-là. Il plantait un panier cylindrique en or. On sait très bien que l'or est un matériau qui est noble et qui est pur. Donc, il élargissait l'alvéole, il mettait à l'intérieur et il mettait au-dessus une coiffe avec une coiffe avec un tenant. Voilà. Les implants d'os, en 1947, l'implant en double hélice, donc de Cherchef, créé par Cherchef, implant en trépied, regardez, en aiguille. Regardez comment étaient les implants à l'époque. Donc, créé, et aussi l'implant en trépied, en aiguille, décrit par Cialon. En 1967, l'implant lame, introduit par Linkow, fréquemment utilisé jusqu'aux années 80. Regardez comment il a. Mais pour pouvoir mettre en place un tel implant, vous savez, pourquoi il pensait à ce type de forme à l'époque? C'est par rapport à la rétention. Parce que le dentiste, depuis le temps, alors les chercheurs, depuis le temps, ils cherchaient à ce qu'on appelle la rétention. Mon implant, il doit être intégré dans l'os. Donc, regardez cette partie qui est très large. Son but est d'intégrer et bien sûr ne pas basculer et ne pas donc se mobiliser. Donc, ils ont été l'implant, donc c'est par Linkow, l'implant en forme de lame. L'obtention d'une interface fibreuse préimplantaire donc était souhaitable. L'ankylose était considérée comme un élément négatif pour le pronostic implantaire. C'est pour cela que tous ces implants ont abouti à des échecs thérapeutiques. Ça veut dire que regardez, la partie qui est ancrée dans l'os, regardez comment elle est lâche. Au fil du temps, les praticiens donc, se sont rendus compte que l'implant est devenu ankylosé et que c'était un élément négatif pour le pronostic implantaire. C'est pour ça que ces implants-là ont été délaissés. La période contemporaine d'ostéo-intégration ou période de Bradmark, donc qui a été inventée, donc l'implant de Bradmark, et le concept de l'ostéo-intégration. Ça veut dire quoi, ostéo-intégration? Bon, c'est un cours qui sera fait à part, mais je vais quand même vous parler grosso modo de ce qui est l'ostéo-intégration. Ingvar Bradmark, en 1960, donc il a introduit
donc le concept de l'ostéo-intégration. Ça veut dire que lorsque l'implant est mis en place, il doit être intégré par l'os. Intégré par l'os afin qu'il puisse donc faire sa fonction. Donc, ce Bradmark, qui est un orthopédiste, a eu donc l'idée de l'ostéo-intégration dans les années 60. Ce praticien a constaté que des chambres opératoires implantées dans l'os de lapin ne pouvaient plus être détachées de l'os cicatrisé. Ça veut dire que lorsqu'il a mis donc des chambres optiques, il a fait donc cette intervention sur l'os de lapin, il a vu que l'os a cicatrisé et qu'il ne pouvait plus les enlever. Le tissu osseux est remanié, il est guéri et il a épousé parfaitement les irrégularités microscopiques de la surface en titane. Donc, sa chambre optique était constituée, c'était une surface en titane. Il l'a implanté dans un os de lapin. Après quelque temps, il a vu des remaniements, donc il a pris une radio et il a vu qu'il y a des remaniements osseux, une néoformation osseuse qui a épousé parfaitement les irrégularités microscopiques de la surface en titane sans qu'il y ait d'infection, sans qu'il y ait d'ostéocondensation. Ça veut dire que l'os a bien toléré la surface en titane. Cette expérimentation qui a été appliquée par la suite chez des chiens à qui les molaires ont été extraites. Après, l'expérimentation est passée chez les chiens. Ça veut dire ils ont pris des chiens, ils leur ont enlevé les molaires et ils ont inséré dans l'os des implants en titane cylindriques avec mise en nourrice sous la gencive pendant 4 à 6 mois. Bien sûr, on attend l'ostéo-intégration. Puis, des prothèses ont été réalisées sur ces implants. Après 10 ans de mise en fonction, aucune réaction nocive n'a été observée. Donc, regardez, c'est une étude observationnelle qui a duré quand même 10 ans sur des animaux, sur des chiens. Après que les chiens aient été sacrifiés, donc les implants ne pouvaient plus être déposés sans fracture de l'os. Regardez, par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc les chiens et ils ont essayé d'enlever les implants qui ont été mis en place il y a 10 ans. Donc, ils ont vu que les implants ne pouvaient plus se détacher sans fracturer l'os. Donc, le premier patient qui est denté total, qui a été traité en 1955 selon les principes de l'ostéo-intégration par Bradmark. Voilà Bradmark, Monsieur Bradmark qui a inventé donc l'implant avec une surface, regardez, hélicoïdale. On va voir par la suite les différents types d'implants et qui a créé le concept donc de l'ostéo-intégration. On va voir les différents types d'implants maintenant et matériaux. L'implant dentaire, donc, retenez la définition. Un implant dentaire, ce n'est pas une dent. Un implant dentaire, c'est une racine artificielle en titane destinée à être enfouie dans l'os maxillaire mandibulaire qui supportera secondairement un élément prothétique. Les gens n'ont pas la vraie définition de l'implant. Pour eux, surtout lorsqu'ils lisent les plaques des dentistes, par exemple, il y a des dentistes qui mettent une pancarte, bon, c'est écrit Dr Flynn, chirurgien dentiste, spécialiste en implantologie orale, en détartrage, ultrasons, laser, etc. En arabe, ils mettent Zar al-Asnan. Donc, le patient, pour lui, on va lui implanter une dent. Or que, non, là, ils ont une information fausse sur les implants. Il faut leur expliquer que l'implant, parce que quand même, ça coûte cher. Donc, le malade peut vous dire, moi, je pensais que c'était une dent d'emblée. Il faut bien lui expliquer. Un implant coûte 150 000 dinars ou 200 000 dinars. Il va les payer par la suite. Il va vous dire, non, moi, je n'ai pas compris que c'était aussi lent et il va chercher à vous attaquer en justice. C'est pour ça que je vous ai dit, pour les implants, il faut toujours qu'il y ait un consentement éclairé.
signé par le patient. Et prenez la peine, si vous pensez à faire de l'implantologie plus tard, toujours d'expliquer au malade. Vous lui dites d'abord, l'implant, c'est une racine artificielle. Vous lui montrez l'implant. Vous lui dites, ça passe par plusieurs étapes. D'abord, je mets en place l'implant. Après, j'attends la cicatrisation. Après, j'attends l'ostéo-intégration. Par la suite, je passe à l'étape prothétique, etc. Donc, c'est une racine en titane qui est destinée à être enfouie dans le tissu, donc dans l'os maxillaire ou mandibulaire, et qui supportera secondairement un élément prothétique. Maintenant, pour la silhouette de l'implant. L'implant dentaire, il est constitué de 3 parties. D'abord, vous avez le col de l'implant, comme la partie cervicale de la racine. Donc, le col de l'implant, c'est la partie de l'implant qui réalise la connexion avec le pilier général en contact avec le tissu mou, à savoir gencive et dur. Donc, col de l'implant, regardez, il est en rapport avec la gencive et il est en rapport avec l'os. Le corps de l'implant, c'est la partie la plus grande de l'implant. Tout ça, c'est le corps de l'implant qui assure la stabilité grâce aux spires qu'il contient. Regardez, il contient des spires. Ça veut dire que lors de la première séance de mise en place de l'implant, vous allez le mettre en place, vous allez le serrer, par la suite, vous allez tester sa mobilité. Si vous voyez qu'il n'est pas mobile, on va parler de stabilité primaire. Cette stabilité, entre autres, elle est assurée par ces spires. Pourquoi? Ça permet une rétention de ces spires avec le reste de l'os. Imaginez si votre implant était lisse. Si on a un implant qui est lisse, il risque de basculer dans l'os. C'est pour ça qu'il a été créé pour intégrer l'os. Et ces spires-là, elles vont m'assurer une stabilité primaire. Pour le corps de l'implant, il existe plusieurs formes. Cylindrique, cylindro-conique, transgingivale, etc. On va les voir par la suite. L'apex de l'implant, comme l'apex de la racine, c'est la partie qui est terminale de l'implant. Elle peut être soit active séquente ou passive arrondie. Là, elle est passive, elle est arrondie. Elle peut être active séquente. Je vais vous montrer. Regardez, c'est ça ce que veut dire active. Regardez ce qu'elle présente ici. C'est pour une meilleure rétention. On parle d'extrémité séquente ou alors passive arrondie. Voilà pour les parties de l'implant. Donc, si la silhouette de l'implant, d'abord, l'implant, il a un col, il a un corps et il a une extrémité. Pour les pièces composant un implant dentaire maintenant, on a ce qu'on appelle la vis de couverture, qui est une petite vis en titane positionnée sur l'implant et elle a pour rôle d'empêcher la prolifération muqueuse dans la connexion de l'implant. Vous avez regardé, par exemple dans ce cas-là, on a incisé, on a décollé et on a mis en place les implants. Ils sont là. Et on a ce qu'on appelle la stabilité primaire. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Je mets dessus des vis, regardez. Des vis qu'on appelle des vis de couverture. Pourquoi? Si je ne mets pas de vis de couverture, la gencive, parce que la nature a horreur du vide, donc qu'est-ce qu'elle fait la gencive? Elle va se proliférer à l'intérieur de l'implant, parce qu'il y a une partie creuse qui est à l'intérieur de l'implant. Donc, elle va venir se proliférer ici. Qu'est-ce que je fais? Pour éviter cette prolifération, je mets ce qu'on appelle une vis de couverture pour protéger mon implant. On a aussi ce qu'on appelle vis ou pilier de cicatrisation, qui est un petit cylindre en titane positionné sur l'implant lors du deuxième temps chirurgical et qui a pour rôle de créer un profil d'émergence. On va le voir par la suite. Profil d'émergence de la gencive
c'est pour avoir une belle limite gingivale par la suite. Et la prothèse implantoportée, c'est une prothèse qui remplace là où les dents absentent. Elle peut être provisoire ou définitive. Généralement, pour ces malades, puisque c'est un acte qui dure quand même quelques mois, on préfère toujours mettre en place une prothèse provisoire avant la conception de la prothèse définitive pour que le malade ne reste pas édenté. Regardez là, le vis ou pilier de cicatrisation. Regardez le profil d'émergence qu'on a eu. Une gencive très belle, limite gingivale. Lorsqu'elle est très belle comme ça, une fois que je mets ma couronne, elle va épouser parfaitement cette limite gingivale. De ce fait, j'aurai réussi mon traitement implantaire. Les différents types d'implants maintenant, il y a sur le marché actuellement un nombre impressionnant d'implants dentaires et bien sûr plusieurs systèmes que vous allez trouver sur le marché. Chaque individu préfère travailler avec tel ou tel système. Il y a biotech, bio-ostéo, il y a plusieurs systèmes. Donc là, une fois que vous avez l'habitude de travailler avec un système, vous allez continuer à travailler avec. Donc là, les implants, ils diffèrent par leur forme et surtout l'état de surface. On parle d'état de surface, c'est la surface qui entoure l'implant. Est-ce qu'elle est polie? Elle peut être rugueuse, elle peut être en hydroxyapatite, elle peut être une combinaison entre polie et rugueuse, avec une texture en 3D, etc. Madame? Oui. Madame, quelle est l'indication spécifique pour le type d'implant? Alors, pour l'indication, je vous ai dit, c'est des systèmes. Donc, non, chaque système présente un état de surface bien spécifique. Le plus important, bien sûr, c'est d'avoir une surface triée pour plus de rétention. Par exemple, je préfère utiliser une surface rugueuse qu'une surface polie. Pourquoi? Si on a une surface rugueuse, ça me permet d'avoir une stabilité primaire importante et ça augmente mes chances d'avoir une bonne ostéo-intégration après 3 mois. D'accord? D'accord, merci. Voilà, je vous en prie. Alors, d'abord, on va voir les implants à vis cylindrique. Regardez, implant à vis cylindrique. Par exemple, pour cet implant, il a une surface lisse, mais regardez, il a une partie, là, lorsque je le mets en place, qu'est-ce qu'il va faire? Toujours la nature a horreur du vide, il va se former au niveau de ces 2 trous-là. Ça va augmenter mes chances d'ostéo-intégration. Regardez, c'est un implant dentaire à vis droit. Regardez, là, il est strié. Ça permet d'avoir une bonne stabilité primaire. Et on a aussi un creux ici qui va augmenter les chances d'ostéo-intégration. Voilà. Par exemple, pour la forme des implants, je vais compléter la réponse à votre question. Par exemple, pour une incisive, je ne vais pas mettre un implant cylindrique, il est trop gros. Là, il y a bien des indications sur les formes des implants. Par exemple, sur une incisive, je préfère mettre un implant conique. Pour une molaire, je mets un implant cylindrique avec une base large, etc. Tout dépend de la forme de votre dent. Donc, les implants cylindriques qui présentent un corps fileté et sont proposés par des fabricants en différentes longueurs. Le col présente en général une surface lisse. Bien sûr, le col, il est toujours en surface lisse, haute de 1 qui peut aller jusqu'à 3 mm. Ces implants peuvent avoir soit un diamètre cervical identique au corps de l'implant, soit un évasement donc cervical. Ça veut dire que soit c'est le même, donc
c'est le même diamètre partout, soit ils peuvent être légèrement évasés. Les implants maintenant cylindroconiques ou anatomiques, pourquoi on dit qu'ils sont anatomiques? Parce qu'ils se rapprochent beaucoup plus à l'anatomie de la racine dentaire. Regardez, plus on va vers le bas, plus ils deviennent effilés. C'est pas comme les implants cylindriques où on a le même diamètre partout qui peuvent être au niveau. Là, non. Regardez, pour les implants à vis cylindroconique ou anatomique, ils ressemblent beaucoup plus aux racines. Donc, ces implants qui ont un diamètre qui diminue, il diminue. Le diamètre, il diminue de la racine, de la partie cervicale à la partie apicale. Leur forme s'apparente à celle des racines naturelles qui sont intéressantes dans tous les cas où le volume osseux apical est restreint. Bien sûr, là, si vous allez voir, hein, les indications diffèrent vraiment en fonction de l'anatomie de ce que vous avez et en fonction, bien sûr, de la hauteur osseuse. Vous avez fait un dentascan et vous avez évalué votre os, vous avez vu que votre hauteur osseuse, elle n'est pas suffisante. Vous n'allez pas mettre en place un implant cylindrique, parce qu'un implant cylindrique, il faut forer beaucoup d'os afin de pouvoir le mettre en place. Par contre, un cylindre conique, non, il ne faut pas beaucoup forer. On a peu besoin d'éliminer beaucoup d'os pour le mettre en place. On a aussi ce qu'on appelle des implants coniques avec un col évasé. Regardez là, le col de l'implant, il n'est pas droit, il est évasé. C'est un col qui est élargi par rapport au diamètre au niveau du pas de vis. Voilà ce qu'on appelle le pas de vis, c'est ça. C'est les stries, on parle de pas de vis. Indiqué dans le cas où le volume osseux cristal ne permet pas de mettre en place, bien sûr, un implant de large diamètre. On a aussi les implants coniques à col transgingival. La hauteur de la partie lisse est augmentée dans les secteurs postérieurs en présence, bien sûr, d'une gencive épaisse. On va parler maintenant de l'état de surface. Cet état de surface représente le point de contact. Je vous ai dit, on peut avoir une surface lisse, on peut avoir une surface rugueuse, on peut avoir des surfaces avec des stries, on peut avoir une surface avec des trous, etc. qui représente le point de contact à partir duquel les tissus biologiques vont venir se rattacher. C'est principalement l'état de surface de l'implant qui va déterminer la qualité de la jonction entre l'implant et le tissu osseux et donc assurer une ostéo-intégration. La présence d'une surface rugueuse, bien sûr, permet d'augmenter la surface de contact os-implant et d'améliorer la stabilité primaire. Je ne sais pas qui m'a posé la question tout à l'heure pour l'indication de la surface. Regardez, on le dit, lorsqu'on a une surface rugueuse, on augmente les chances de stabilité primaire et donc on augmente les chances d'ostéo-intégration par la suite. Donc, si vous aurez par la suite à choisir, vaut mieux choisir un implant dans l'état de surface rugueux que de choisir un implant avec un état de surface lisse qui va diminuer donc les chances d'ostéo-intégration. Maintenant, le système de connexion. Qui dit connexion, ça veut dire rapport de l'implant avec la prothèse définitive. Donc là, la stabilisation, elle est assurée par l'emboîtement de la base du faux moignon au pilier dans l'hexagone de l'implant. La fixation de ces deux éléments est assurée par eux. L'ensemble est dit transvissé. Regardez, c'est un système de connexion qui peut être hexagonal, qui peut être rond. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. On peut avoir un hexagone externe, regardez, c'est la plus ancienne des connexions, c'est l'implant de Branmark. Le plateau
comprend une partie en relief. On le voit, l'hexagone, il est là. C'est ça le système de connexion. Voilà, là, on les voit mieux. Donc, on peut avoir un hexagone externe. Là, il est externe, on le voit. Là, on peut avoir un hexagone interne. Regardez, là, l'hexagone, il est interne. C'est une morphologie spécifique du col de l'implant qui confère une propriété anti-rotationnelle. Lorsqu'il est interne, ça veut dire que mon élément ne va pas subir des mouvements de rotation. Voilà. Et on peut avoir un système de triangle avec cannelure, un octogne, etc. Voilà, octogne, un triangle avec cannelure, etc. C'est des systèmes de connexion. Donc, quels sont maintenant les avantages et les inconvénients des implants dentaires? Bien sûr, l'implant, il permet une solution prothétique fixée. Le malade ne va jamais se plaindre de la mobilité de son élément prothétique. S'il a une prothèse donc adjointe totale ou totale, il ne va pas se plaindre de sa mobilité. Assurer une sensation qui est plus proche possible d'une dent naturelle. Bien sûr, avoir une prothèse sur implant, ce n'est pas comme avoir une prothèse adjointe partielle, par exemple. Empêcher la perte osseuse post-extractionnelle, bien sûr, ça me permet de préserver mon os, que ce soit la basilaire ou alors l'os alvéolaire, en partie lorsque je fais une extraction-implantation immédiate. Par contre, si le malade reste édenté, au long cours, avec le temps, au fil du temps, il commence à perdre son os. Maintenir l'intégrité des dents adjacentes et antagonistes. Bien sûr, je mets en place, par exemple, j'ai un édentement intercalé. Entre, par exemple, il me manque la 14 du haut. Si je fais l'extraction et que je ne remplace pas par un traitement, par un élément prothétique, qu'est-ce qui va se passer? Les dents, elles vont se mobiliser. Je le répète, la nature a horreur du vide. Donc, la molaire va se déplacer et la canine aussi va se distaller et donc, on aura des déplacements dentaires. Si je mets en place un implant, ça va me permettre d'avoir une intégrité des dents adjacentes et bien sûr des dents antagonistes. Si j'enlève une molaire du haut et je ne remplace pas, la molaire du bas va égresser et vice-versa. Même si j'enlève une molaire du bas et que ma molaire du haut reste sans engrainement, elle va aussi égresser. Donc, lorsque je mets un élément prothétique sur un implant, ça va me permettre de maintenir l'intégrité des dents adjacentes et antagonistes. Bien sûr, obtenir un meilleur résultat esthétique. Une prothèse sur implant, ce n'est pas comme une prothèse adjacente ou alors adjointe, ou alors une prothèse conjointe. Ce n'est pas le même résultat. Facilite l'hygiène dentaire aussi. Imaginez un bridge sur pilier de bridge qui est mal conçu. Au long cours, le malade revient avec des infections bucco-dentaires, une gencive inflammée, avec des rétentions alimentaires, etc. Par contre, lorsque l'on met en place un implant, un élément prothétique, et que toutes les étapes sont respectées, là, au long cours, ma prothèse ne va pas bouger et surtout, ça me facilite l'hygiène dentaire, à condition qu'il soit bien conçu. Bien sûr, ça reste une option thérapeutique finale. Ça veut dire que lorsque le malade décide de faire un implant et que vous lui mettez en place un implant, c'est une thérapeutique finale. Là, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a, comme je vous ai dit pour le modèle animal, parfois, lorsqu'on fait, donc, ils étaient obligés, pour les chiens, ils étaient obligés d'exterminer les chiens. Ils ont fracturé l'os afin de pouvoir enlever l'implant. Là, c'est la même chose chez l'être humain. Une fois l'implant est ostéo-intégré, on ne peut plus l'extraire.
Voilà. Et bien sûr, là, c'est le rétablissement. Il n'y a pas uniquement l'esthétique, mais aussi le rétablissement de la mastication et ainsi qu'une phonation naturelle. Bien sûr, les dents contribuent à la phonation. Face aux avantages, il existe toutefois des inconvénients. La durée du traitement, il faut toujours expliquer aux malades que le traitement va durer longtemps. Voilà. Mais aussi, la pose d'implant nécessite une intervention. Quand bien même actuellement, on fait une chirurgie à minima pour la mise en place d'implants. Voilà, ce sont les deux inconvénients pour le traitement implantaire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui. Madame, est-ce qu'il y a une influence de la résorption physiologique sur les implants? Est-ce qu'il y a toujours une résorption, non? Est-ce qu'il y a, j'ai pas compris, est-ce qu'il y a une influence? Madame, quand la dent est absente, madame, il y a résorption osseuse de l'os Il y a une alvéolaire, non? résorption, oui, il y a une résorption. Maintenant, tout dépend du temps. Donc, quand on place l'implant, comment on doit faire devant cette résorption naturelle, physiologique? Alors, s'il y a une résorption, bien dans ta scan, vous allez évaluer la hauteur osseuse. Maintenant, si vous voyez que la hauteur, malgré la résorption, la hauteur est suffisante pour la mise en place de l'implant, vous mettez quand même votre implant. Si vous voyez que la résorption osseuse est très importante, on peut toujours avoir recours aux greffes osseuses, aux matériaux de comblement, à l'os synthétique. Donc, on fait d'abord une première intervention pour une greffe osseuse. On attend donc que ça cicatrise, ça prend généralement 4 à 6 mois. Si ça cicatrise bien, bien sûr, après examen radiographique, on voit que ça a bien cicatrisé. Dans un second temps, on peut mettre en place l'implant. Donc, il y a toujours, actuellement, en temps actuel, il y a toujours des solutions pour la résorption osseuse. Il y a l'os synthétique, il y a les greffes osseuses, il y a les matériaux de comblement qui me permettent de faciliter donc la tâche et la mise en place de l'implant. Est-ce que c'est clair? Oui, Madame, Oui, allez. Oui. Madame, l'implant, celui qui a une surface lisse, comment ça va retenir dans l'os? Tant qu'on n'a pas d'espire, on n'a pas une stabilité. Alors, c'était les premiers implants. Mais après, regardez, on va reprendre pour que vous puissiez regarder là. Et des systèmes, vous savez, sur le marché, je vais ouvrir une parenthèse, il y a des millions de fabricants d'implants. Et chacun essaye d'innover afin que son système marche sur le marché. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir d'achat important. Donc, chaque système essaye d'inventer. Là, par exemple, c'est un implant avec une surface lisse. Mais c'est pas vraiment lisse parce que regardez, vers la partie apicale, il y a des trous où là, l'os vient se former à ce niveau-là, qui va me permettre d'avoir une rétention primaire. Ça veut dire que ce n'est pas lisse à 100%. C'est des systèmes, d'accord? Mais ça peut ne pas réussir. Mais la majorité des praticiens, ils optent pour un système rugueux, pour avoir le maximum de chances d'une ostéo-intégration. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions?